Voilà, je vous laisse vous rasseoir. Nous allons donc reprendre. Merci beaucoup donc de regagner vos places sans tomber dans l'escalier. Il est traître, vous vous en êtes rendu compte, j'en suis sûre. Merci beaucoup d'avoir respecté les horaires. Nous allons donc passer à notre deuxième session sur les retours d'expérience intitulée Amélioration de la pertinence, retour d'expérience et résultats. Le but, c'est d'illustrer les actions et les résultats en matière de changement de pratique. Nous allons donc également voir quel rôle cela a pu jouer sur l'amélioration de la pertinence des soins. Pour évoquer ces sujets, eh bien, nous allons accueillir deux intervenants. Pierre Durieux, médecin, groupe Cochrane Époque, satellite français de la Cochrane France. Et puis Sandra Vernero, médecin, cofondatrice et vice-présidente, association Slow Médecine et coordinatrice du projet Choosing Wisely Italie. Merci beaucoup de les applaudir. Je vous en prie. Bonjour madame, je cherche Pierre Durieux du regard. Voilà. Vous êtes déjà là. Je vous laisse vous asseoir, j'explique juste un tout petit mot. On va, comme tout à l'heure, procéder par avoir des questions-réponses après vos interventions. En revanche, cette fois, je vous propose que nous les groupions pour avoir un temps d'échange commun. Ensuite, donc, la session se poursuivra après le déjeuner avec d'autres intervenants. Voilà. Pierre Durieux, je vais vous laisser aller au pupitre. Il y a le Pavlov. Je rappelle donc que vous êtes médecin groupe Époque, satellite français de la Cochrane France. Et vous allez nous présenter des interventions efficaces sur les changements de pratiques professionnelles. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, merci de cette invitation. Donc, moi, j'ai participé au développement de l'ANDEM, donc l'ancêtre de l'HAS. Donc, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, la structure a évolué et qu'aujourd'hui, elle nomme des ministres. Donc, c'est une grande évolution. Donc, je parle ici au nom de Cochrane. Donc, Cochrane, c'est développé dans les années 90 avec le mouvement sur la médecine fondée sur des preuves, evidence-based medicine. Et Cochrane, l'objectif, c'est vraiment la synthèse d'informations à partir de données expérimentales dans tous les domaines de la médecine. Dans ce champ-là, le groupe Époque est un groupe sur les pratiques et l'organisation des soins. Donc c'est un groupe un petit peu différent, c'est un petit peu complémentaire, puisqu'il s'intéresse non pas aux patients directement, mais aux professionnels de santé, qui est donc l'unité d'analyse et donc l'unité de randomisation dans les travaux expérimentaux. Donc le groupe Époque s'intéresse donc développe des revues systématiques d'études d'intervention sur les pratiques et l'organisation, expérimentales ou quasi-expérimentales sur les professionnels de santé. Il s'intéresse à des critères de jugement objectifs sur les pratiques et l'organisation des soins. Alors Cochrane a développé un certain nombre de revues dans différents domaines, dans le domaine de l'organisation, du financement, également de la gouvernance et d'intervention professionnelle directement destinée aux professionnels de santé. Il y a à peu près 200 revues publiées à ce jour. Il y a plus de 1000 essais contrôlés randomisés qui ont été analysés dans ces revues. Alors, quand on s'intéresse à ce sujet, donc, nous avons publié un rapport HAS en 2014 avec Philippe Raveau, donc qui recoupe un petit peu ce que je vais dire. Je voulais m'intéresser aux différents approches pour améliorer la santé, la qualité, et avec Richard Groll, qui est un grand spécialiste du sujet des Pays-Bas, maintenant en retraite, un médecin généraliste. Il avait identifié 5 domaines, 5 approches différentes: la médecine fondée sur des preuves, la formation continue, l'analyse de la performance, l'intervention des patients et l'aspect qualité-organisation. Et on voit effectivement les justifications de ces approches. Et dans les travaux que nous avons pu mener, à partir de données expérimentales, c'est vrai qu'on a essentiellement des données expérimentales dans les 3 premières approches: médecine fondée sur des preuves,
formation continue et analyse de la performance. Dans les deux autres domaines, il y a beaucoup moins de données et ça va être une limite et un point que je pense nous allons devoir discuter. Alors, quand on regarde la première, le médecine fondée sur des preuves, là j'ai listé les 3 grandes revues principales sur le sujet produites par Époque, qui concernent la diffusion de l'information, les rappels, donc on rappelle aux professionnels ce qu'ils doivent faire, reminder en anglais, et les rappels, ce que j'ai marqué on screen, qui sont les rappels au moment de la décision au travers de systèmes d'information, systèmes informatisés. L'idée de base au départ, c'était qu'avec l'informatisation, on allait pouvoir améliorer les choses. Alors là, j'ai listé donc le nombre d'essais de chacune de ces revues qui ont été pris en compte et l'effet absolu médian. L'effet absolu médian, c'est on a pris les différents. C'est pas des vraies revues méta-analyses parce qu'on ne peut pas faire une synthèse statistique parce que les interventions sont très diverses. Et donc, on a simplement regardé l'effet médian en prenant en compte les différentes études. Et donc, on voit que cet effet médian, il est relativement faible, faible à modéré, comme on dirait en météo, entre 2 et 5%, avec une grande variabilité quand on regarde l'espace interquartile. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça marche et des moments, des études dans lesquelles ça ne marche pas. Quand on regarde la formation continue, donc il y a 3 grandes revues, réunions éducatives, qu'elles soient didactiques ou interactives, rôle de leader d'opinion ou visite à domicile. On a à peu près les mêmes résultats, sauf les leaders d'opinion, mais qui recoupent des études un peu de qualité considérées comme pas très bonnes dans notre analyse. Et on a à peu près donc les mêmes résultats, avec également une grande variabilité dans les études, des cas où ça marche et des cas où ça ne marche pas. Et l'audit feedback, ou analyse de la performance, là, il y a beaucoup d'essais qui ont été publiés avec un résultat à peu près équivalent, 4%, et une grande variabilité. Alors, enfin, on s'est interrogé pour savoir est-ce que quand on avait des interventions multifacettes, c'est-à-dire lorsque l'on a multiplié les interventions par rapport à une intervention unique, on associait différentes interventions, on s'aperçoit que quand on compare aux interventions isolées, on n'a pas une meilleure efficacité, contrairement à ce qu'on pensait initialement, quand on multiplie les types d'interventions par rapport à une intervention isolée. Alors pour résumer cette première partie, on voit que quand on veut changer les pratiques au travers d'interventions professionnelles, on arrive à changer, 3 à 4%, ça peut être considéré comme intéressant, mais c'est relativement modéré. Il y a une grande variabilité dans les résultats, c'est-à-dire qu'il y a des études dans lesquelles ça marche, d'autres ça ne marche pas. Et en réalité, on ne sait pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Et ce qui est c'est une des limites. Et enfin, tout ce qui est rappel informatique, ça ne fait pas mieux que les méthodes traditionnelles. Donc simplement, même la diffusion d'informations, on le voit, peut avoir un certain effet. Les limites à nos travaux, on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Alors, la complexité de la médecine. C'est vrai, les personnes âgées, la multimorbidité. Il y a un travail intéressant qui montre que si on veut appliquer les recommandations pour des patients âgés de plus de 75 ans, diabétiques, hypertendus et insuffisants respiratoires, si j'applique les recommandations internationales, je les tue. Parce que par la multiplicité des interactions médicamenteuses que je crée. Donc, il y a des problèmes dans l'application des recommandations. Ensuite, on a longtemps dit, les guidelines, les recommandations, ce n'est pas des recettes de cuisine. Il y avait ce terme cookbook medicine qui était intéressant dans les papiers anglo-saxons. Et en réalité, dans nos résultats, on voit que ce qui marche, c'est les recettes de cuisine. On arrive à changer des pratiques à la marge pour des petites interventions relativement limitées. Et on n'arrive pas à mettre en place l'ensemble des recommandations concernant un domaine donné. Il y a des limites dans les travaux expérimentaux.
Il y a la temporalité du changement qui est probablement longue versus temporalité des études. Les études, elles ont une durée et probablement le changement est un domaine plus long, plus complexe et qui ne peut pas être appréhendé totalement par des travaux expérimentaux. Et là, il y a il y a probablement des domaines, l'audit feedback par exemple, où il n'est plus nécessaire de faire des travaux expérimentaux. Il y a plus de 40 essais contrôlés renouvelés sur le sujet. Par contre, il faut développer les travaux dans le domaine des stratégies de changement, la sociologie, l'anthropologie, qui sont insuffisamment développés, en particulier en France, pour comprendre pourquoi et comment on change. Et puis, il y a des freins qui ont été largement étudiés. Et ces freins, ils sont liés aux individus, liés à l'environnement, aux organisations, et puis à l'environnement politique et aux associations financières. Il y a aussi des domaines où le changement arrive facilement. Donc, moi, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là il y a 30 ans, donc malheureusement, ça fait bien longtemps. Mais par exemple, quand on regarde une technologie qui est la chirurgie par laparoscopie, il a fallu 2 ans pour que l'ensemble des chirurgiens concernés par cette technologie adoptent cette stratégie et la mettent à leur disposition aux patients qui étaient demandeurs. 2 ans. Le lavage des mains, depuis Semmelweis, ça fait 2 siècles qu'on n'arrive pas à améliorer les choses. Donc il y a aussi un problème qui mérite d'être, à mon avis, discuté, lié au type de pratiques médicales. Alors j'ai mis cet article parce que cet article a été publié en 1995. C'est la première synthèse sur le sujet qui a été publiée par Andy Oxman, qui a été créateur du groupe Époque. Donc c'est l'année de la création du groupe Époque. Et c'est un article du journal canadien de médecine, 100 essais revus, no magic bullets. Il n'y a pas de stratégie idéale. Et on voit aujourd'hui que nous en sommes à peu près au même point. Alors, j'ai listé là quelques questions, mais qui ont été un petit peu abordées ce matin pour essayer d'aller plus loin. Alors, moi, je me pose quand même comme question, quelle information avons-nous aujourd'hui sur le caractère approprié des soins ? Ça fait quand même 30 ans que j'entends qu'il y a 30% des soins qui ne sont pas appropriés. Et donc, est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'est amélioré par rapport à 30 ans avec tout ce développement, ces guidelines, ces agences, etc., ces actions? Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui ou moins bien par rapport à il y a 30 ans? Ça, je ne le sais pas très bien. Et peut-être qu'il y a la place, on en a parlé, d'aller dans les données administratives, médico-administratives, les banques de données qui se développent notamment également au niveau hospitalier, pour voir quelle est la réalité concrète, y compris au niveau local, au niveau d'un hôpital ou d'une structure hospitalière, quelles sont les pratiques aujourd'hui. On le sait de façon très très ponctuelle, mais pas globalement. Et puis donc, le corollaire, quel est le bon pourcentage de pratiques non appropriées? Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 20%? Ça varie probablement en fonction du domaine et en fonction du type de patient. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure du problème des patients de la multimorbidité. Quel est le rôle du médecin? Alors, il y a probablement des cas où on peut se passer du médecin. Excusez-moi de dire ce terme-là, le bypasser, en quelque sorte. Nous l'avons montré, notamment dans l'isolement des malades qui sont porteurs de bactéries multirésistantes, où en s'intéressant en prescrivant directement dans le dossier patient sans passer par le médecin, on améliorait considérablement les pratiques. Et donc, probablement dans des domaines très très limités, on pourrait se passer du médecin et puis le laisser se concentrer sur les aspects les plus complexes liés au patient. Enfin, le patient comme acteur du changement, c'est effectivement très important, mais comment peut-on faire? Comment peut le patient lambda, peut-il avoir un choix raisonné? Comment peut-il avoir une perception du niveau de risque par rapport à toute l'information qui lui est donnée, et notamment au travers des médias et des réseaux sociaux qui peuvent être intéressants, mais qui peuvent avoir un effet délétère important dans un certain nombre de domaines,
par exemple aujourd'hui dans le problème des vaccinations, qui est un problème beaucoup discuté, beaucoup abordé, notamment par l'HAS. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je dépasse un tout petit peu. Non, vous êtes parfait. Merci, Pierre Durieux. Merci beaucoup encore une fois. Vous répondrez aux questions-réponses du public juste après. Depuis quelques années, il existe un mouvement international dénommé Choosing Wisely qui est né. On en a déjà pas mal parlé ce matin. Il a déjà été évoqué. Son objectif est d'aider les professionnels de la santé et les patients à engager un dialogue au sujet des examens et des traitements. Pour nous en parler, Sandra Vernero s'est déjà mise au pupitre. Je rappelle que vous êtes médecin, cofondatrice et vice-présidente association Slow Medicine, coordinatrice du projet Choosing Wisely Italy. C'est à vous. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Je viens de l'Italie, mais je m'efforce de parler en français. Je parlerai de Choosing Wisely aux États-Unis, puis dans le monde et puis en Italie. Choosing Wisely, c'est une campagne qui a été lancée aux États-Unis en 2012 et elle a représenté la première prise de responsabilité des médecins et des professionnels de la santé vers une utilisation appropriée de ressources. ABIM Foundation, une société de médecine interne, a invité les autres sociétés professionnelles à choisir chacune 5 examens ou traitements qui sont souvent utilisés en excès, qui ne sont pas nécessaires. Et au centre de Choosing Wisely, il y a le dialogue. Il est très important que les médecins, les professionnels de la santé, parlent avec les patients et avec les citoyens de ces examens et traitements qui ne sont pas nécessaires. Donc, au centre, il y a le dialogue et il y a la question des choix, des décisions qui doivent être informées et partagées. À la base de Choosing Wisely, il y a la carte du professionnalisme des médecins, des professionnels, qui a été écrite en 2002 et qui, pour la première fois, parlait de l'importance de la prise de responsabilité des médecins au regard de l'utilisation appropriée des ressources. Avant, elle était vue comme un problème économique. Et dans la carte, ils disent non, c'est une question qui est très importante pour les professionnels, qui doit partir des professionnels. Donc, après l'appel de ABIM Foundation, 9 sociétés ont choisi leurs 5 examens de traitement en 2012. Donc, il y a eu le début de Choosing Wisely. Et maintenant, les sociétés professionnelles aux États-Unis sont plus de 80 et 500 les recommandations. Et très important, il n'y a pas seulement les professionnels, les médecins, il y a les patients et les citoyens qui participent très activement à la campagne. Il y a une importante association de consommateurs, Consumer Reports, qui est très importante pour produire du matériel pour les patients et les citoyens, pour traduire les recommandations et aider les patients à les comprendre. Une caractéristique de Choosing Wisely, c'est qu'elle est très simple. Le message est très simple, les 5 recommandations, et concret. Par exemple, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser les antibiotiques dans la sinusite et le matériel explique pourquoi. Et puis, il est très important, selon le projet, que les patients posent aux médecins des questions. Il est vraiment nécessaire, ce traitement, ces examens, quels sont les bénéfices, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il se passe si je ne fais rien. Donc, c'est une fonction très active des patients et des citoyens.
Après les États-Unis, Choosing Wisely a été lancé, la campagne au Canada, Australie, en France aussi. Il y a maintenant 21 pays qui font partie de Choosing Wisely International. Il y a eu des réunions, la première à Amsterdam en 2014, et dans cette réunion, on a décidé tous ensemble les principes des campagnes internationales. Le premier, c'est qu'elles doivent partir de médecins et des autres professionnels de la santé pour le bénéfice des patients, pour ne pas nuire, et pas des institutions pour un objectif purement économique. Donc, partir des professionnels de la santé en alliance avec les patients et les citoyens, basé sur la médecine fondée sur les épreuves, la multiprofessionnalité, pas seulement les médecins, mais aussi l'infirmier, pas pharmaciste, etc., et la transparence dans le choix des recommandations. Il y a eu d'autres réunions après Amsterdam, Londres, Rome et Amsterdam le dernier septembre. Et maintenant, il y a beaucoup de recommandations, mais l'important, c'est de les appliquer, de mesurer et de les appliquer. Ici, c'est un exemple de Choosing Wisely Canada. Il est important de donner moins de sédatifs, moins de benzodiazépines aux personnes âgées. Message très simple. Elles ont été diffusées dans les hôpitaux, des procès d'implémentation, et on a les premiers résultats, par exemple une réduction dans les hôpitaux, la même chose avec les transfusions. Pourquoi en donner 2 quand 1 serait suffisante? Implémentation, on parle dans les hôpitaux. Et ici aussi, il y a les premiers résultats dans l'emploi des transfusions. Et maintenant, je viens à l'Italie. En Italie, Choosing Wisely a été lancé par une association, Slow Medicine, qui a été lancée en Italie en 2011, donc avant de Choosing Wisely aux États-Unis. C'est une association de médecins, autres professionnels de la santé, mais aussi de patients et de citoyens. Et notre but est une médecine plus mesurée, plus sobre, nous disons, parce que nous avons dit dès le début que faire plus ne signifie pas toujours faire mieux, mais aussi respectueuse. On doit respecter les valeurs, les expectatives des patients, les écouter, parce qu'il y a la voie de la médecine, mais c'est aussi importante la voie de la vie, la voie qui nous est portée par les patients, par les citoyens. Et puis, juste, donc approprié et justice et pertinence. Juste après Choosing Wisely aux États-Unis, nous avons lancé une campagne semblable en Italie. Nous avons invité les sociétés professionnelles d'Italie de choisir chacune 5 examens au traitement qui sont usés en Italie, mais elles n'apportent souvent de bénéfices aux patients et elles peuvent peuvent nuire les patients dans les dangers pour les patients. Et nous avons choisi de ne parler de coûts, seulement la relation entre le bénéfice et les dangers et l'effet négatif pour les patients. Au centre, en Italie aussi, il y a le dialogue, la relation qui est très, très importante. Nous avons eu succès en Italie aussi et beaucoup de spécialités participent à notre campagne. Maintenant, nous avons avec nous plus de 40 sociétés de médecins, mais aussi d'infirmiers, pharmacistes, physiothérapeutes, et 42 listes ont été élaborées pour un total de 210 recommandations. Et celles-ci sont par exemple celles des médecines de famille sur les antibiotiques, les tests pour le mal de dos, inhibiteurs de la pompe protonique, benzodiazépines pour les personnes âgées et anti-inflammatoires. Message très simple et
en Italie aussi, et nous avons avec nous une importante association de consommateurs, Altro Consumo, de citoyens, qui nous aident à traduire la recommandation pour tout le monde, à les diffuser. Et nous avons déjà beaucoup de matériel avec sur nos recommandations, 16 brochures et puis un journal. Et ils nous aident, on collabore. Il y a aussi un mouvement parallèle qui intéresse les hôpitaux, parce qu'en parallèle avec les sociétés professionnelles, médecins et autres professionnels dans les hôpitaux ont commencé à travailler, à choisir examens et traitements qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, ils sont beaucoup. Nous avons commencé à organiser des workshops, des réunions, et à Cuneo et Arezzo. Et dans le workshop, dans la réunion de Arezzo le juin dernier, on a déjà présenté les premiers résultats dans les hôpitaux à propos de l'emploi des antibiotiques, inhibiteurs de la pompe protonique, cathéters urinaires, les infirmiers, tests de laboratoire, etc. Nous sommes au début. Maintenant, nous voulons faire un plan systématique pour l'implémentation des recommandations, leurs mesures et la comparaison des hôpitaux. Et surtout, nous avons appelé ce réseau le réseau des hôpitaux et territoires slow, de slow medicine. Et je rappelle que slow, ce n'est pas lente, mais réflexive. Une minute de réflexion avant de faire les choses. Donc, dans notre hôpital slow, nous voulons travailler sur examen et traitement utilisés en excès, mais aussi qui ont une insuffisante utilisation. Par exemple, dans le patient oncologique, il a une utilisation excessive parfois de chimiothérapie et radiothérapie, mais pas suffisante de thérapie de la douleur et palliative. Donc, les deux sont parallèles, et les deux aspects. Et puis, nous voulons parler et former sur la relation, le dialogue avec les patients et les citoyens, qui c'est très, très important pour nous. Merci. Merci beaucoup, Sandra Varnero. Merci à vous. Alors, comme je vous le disais, eh bien, nous allons de nouveau laisser la parole à la salle pour vous poser à tous les deux toutes les questions que vous le souhaitez. Les hôtesses se mettent en place. Ah, je vois une question devant déjà. Merci. Bonjour Philippe Leduc, comment devient-on coordonnateur de Choosing Wisely? Comment est-ce qu'on devient coordinateur de Choosing Wisely? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que, comme Slow Medicine, nous avons lancé cette campagne en Italie en 2012. Et le nom de la campagne était de notre manifesto « Faire plus ne signifie pas faire mieux ». Nous avons commencé à travailler avec les sociétés professionnelles. Nous sommes professionnels de la santé, médecins, etc. Nous avons commencé par traduire les recommandations aux États-Unis. Nous étions en contact avec ABIN Foundation. Et puis, nous avons communiqué à ABIN Foundation que nous avions nos premières recommandations italiennes. Ils nous ont invités à la première rencontre à Amsterdam. Et il y a eu cette première rencontre, puis nous avons continué. Et nous avons organisé la troisième rencontre à Rome, dont tout le monde nous a connus en Italie, et nous participons activement à ce réseau.
La coordinatrice de Choosing Wisely International est le Dr. Wendy Levinson de l'Université de Toronto, qui coordonne Choosing Wisely Canada, a pris l'initiative d'organiser la première Choosing Wisely International à Amsterdam en 2014. Et maintenant, il y a beaucoup de pays, et surtout représentés par médecins et autres professionnels de la santé, et il y a une collaboration continue. Merci beaucoup. Plein de questions, plein de questions. Pardon, ils ont déjà le micro. Jean-Pierre Laroche, médecin vasculaire. Pour répondre à votre question, en France est organisé. Ce sont les collèges nationaux professionnels de médecine vasculaire qui sont chargés de médecine en général. Donc il y en a à peu près 54 qui sont chargés de mettre en place ces Choose Wisely, choisir avec soin, dans chaque spécialité. Donc on a commencé depuis 1 an et demi avec la participation de la Fédération des spécialités médicales. Il y a à peu près la moitié des spécialités qui ont déjà écrit leur texte. Nous l'avons fait. Ils ont soumis à l'HAS. Et dans un second temps, l'HAS les éditera pour les diffuser auprès de tout le corps médical, spécialistes, généralistes et associations de patients. Il y avait la question... Ah non, pardon. Pardon, c'était ici d'abord. Oui, je vais parler en français parce que nous avons la chance d'avoir 2 personnes qui parlent français et qui, à la fois, sont complémentaires. Pierre, le Cochrane Collaboration était basé tout au début, comme vous le savez aussi bien que moi, quand on a commencé en 90, sur Evidence-Based Medicine, pour essayer de comprendre quelle était la méthode, quels sont les meilleurs candidats pour décider quelles sont les bonnes questions et comment on peut arriver d'avoir un niveau 1, 2, 3 ou 4. Aujourd'hui, on est confronté avec Personalized Medicine, la médecine personnalisée et Big Data, qui est particulièrement difficile. Et la deuxième partie de ma question, c'est Madame, vous avez 150 sur votre site web, 150 différentes sociétés avec 5000 différentes personal patients qui reportent. Comment un malade peut être confronté avec tellement d'informations et utiliser un véritable système d'assurance qu'ils ont fait un bon choix. Le choix Choosing Wisely, c'est très difficile avec le nombre que vous présentez des sociétés savantes et le nombre des patientes éventuellement qui peut donner leur avis. Donc c'est une double question. Je vous remercie. Vous avez compris? Oui. Ça va? Donc, notre recommandation, oui, sont de ça. Souvent, elles sont un peu techniques, mais on cherche de traduire les plus importantes pour les patients et de travailler avec eux. Ils participent à nos congrès et pour nous, c'est très important de changer une culture. La culture en général, des professionnels de la santé, des médecins et des patients aussi. Faire comprendre que tous les examens ne sont pas nécessaires, qu'il n'est pas nécessaire toujours faire des examens, prendre toujours des médicaments. Et il y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes, l'alimentation, faire du mouvement, d'autres choses. Donc, de parler avec les patients. Ce n'est pas facile parce que la communication de tous les jours, c'est complètement différent. On dit toujours que le nouveau médicament, c'est toujours le meilleur. Le plus cher, c'est le meilleur. Dans notre communication, c'est contre la vision commune. Donc, c'est très difficile. Nous sommes indépendants, nous n'avons pas d'argent, mais nous cherchons à le faire, peut-être en futur avec la créativité, des messages très directs aux patients. Et aux citoyens, parce que c'est très important, une alliance, qu'ils comprennent que c'est pour leur bien, parce que
Et l'autre très, très important argument, c'est que ce n'est pas seulement gaspillage, mais surtout on nuit les patients. C'est ça qu'on doit faire comprendre. Des patients qui ont peut-être 80 ans avec 20 médicaments, avec tous les effets collatéraux, faire comprendre qu'on peut les réduire, qu'il n'est pas toujours nécessaire de donner médicaments. Donc, c'est surtout une culture à changer, selon nous. Pierre Durieux, il y avait aussi une question pour vous, du coup? Je ne sais pas si j'ai pas bien compris. C'est James qui a posé la question, c'est ça? Non, mais il y avait une question. Juste pour... malgré tout, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Puis on passera à une autre question, parce voilà. que du coup... Moi, mon expérience, c'est effectivement... c'est très dur de changer une pratique. C'est-à-dire que... et puis, moi, mon expérience, elle est essentiellement hospitalière. Et donc, effectivement, elle est à la Sciences publiques hôpitaux de Paris. Et on s'aperçoit que pour une pratique très simple, les pratiques diffèrent d'un hôpital à l'autre. Et donc, les internes qui changent d'hôpitaux, tous les 6 mois, éventuellement, on leur demande de changer de pratique. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et parfois, on peut être aussi complètement directif. C'est-à-dire que quand il y a une pratique qui n'est pas appropriée, à l'hôpital, on peut l'interdire. C'est ce que font certains chefs de service. Ça marche pas mal, finalement. Merci beaucoup. Monsieur, allez-y. La question pour madame. Une question au docteur Durieux. Suzanne Margueron, représentante d'usagers. Je passe mes dimanches à lire des centaines de pages d'informations. Ma question, c'est de savoir pourquoi vous ne proposez pas une version complète et une version allégée. Ce serait plus efficace pour tout le monde. Moi, je ne propose rien, parce que actuellement, je ne participe pas au développement de recommandations, je l'ai fait. Dans les recommandations, effectivement, en général, il y a une version allégée qui est proposée. Le problème, c'est quand on veut changer une pratique, on arrive à changer une ligne de la recommandation. C'est-à-dire ou à évaluer une ligne. C'est-à-dire que moi, si je prends les recommandations sur le diabète de l'HAS qui doivent être à peu près de 100 pages, il y a une version courte d'une dizaine de pages, et moi, j'arrive à changer probablement, par étude d'évaluation, une ligne de la recommandation. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui a été fait par l'assurance maladie, ils ont réussi à faire évoluer la prescription d'hémoglobine glyquée. Un aspect de la recommandation. Quand il s'agit, par exemple, de la recommandation palper les pieds des diabétiques tous les ans, ce qui est une recommandation majeure, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas l'information pour savoir, dans les dossiers, si on palpe ou non les pieds des diabétiques. Donc, mais vous avez raison. Vous avez raison, c'est-à-dire que quand il y a 100 pages d'informations, c'est très difficile pour vous, mais également pour les médecins de suivre la recommandation. Une autre question? Oui, allez-y. Je pense que nous sommes dans une société de consommation. Alors c'est très difficile de dire qu'on consomme trop. Cependant, on est aussi dans une société qui réfléchit sur elle-même et qui commence à se rendre compte que non seulement primum non nocere, mais le deuxième volet de la recommandation, c'est vis medicatrix naturae. C'est-à-dire qu'il existe une puissance médicante, thérapeutique, de la nature. Alors là, on peut trouver des alliés. Tous les écolos sont des gens qui nous disent « Ne sommes-nous pas les héritiers de gens qui ont résisté à des millions d'années d'agression de notre environnement, grâce à quoi nous sommes aujourd'hui là où nous sommes tous là ?» Et que une des choses les plus importantes est souvent de ne rien faire et laisser la bonne nature agir. Alors c'est très difficile de dire ça devant un auditoire dans lequel il y a probablement 9/10 de gens qui sont médecins, moi-même, je le suis. Donc, comment dire, vous posiez la question, est-ce qu'on peut se passer de médecin?
Eh bien, probablement que dans un grand nombre de cas, on devrait s'en passer. Et la difficulté, c'est justement de faire que les gens qui se passent de médecins ne tombent pas dans les bras de charlatans qui les remplaceraient volontiers. Excusez-moi, j'ai pas dit on peut se passer de médecin. J'ai dit que pour certains actes, on peut effectivement les faire par d'autres professionnels ou différemment. On peut adapter un traitement anticoagulant en routine sans médecin. Il y a des algorithmes. Les vaccinations, le programme aujourd'hui du rôle des pharmaciens, pour moi, c'est une évolution majeure dans le domaine. Donc, voilà les exemples que je pouvais donner. J'ai vu qu'il y avait une question d'Alain Laforêt, qui a la primeur. Merci. Ma question se tournait vers Madame Bernero. J'ai vu que dans Slow Medicine, vous impliquiez les patients à travers l'association Aldo Conso, c'est ça? Mais j'ai retenu, ou j'ai peut-être pas bien entendu ce que vous avez dit, qu'il n'avait été là que pour traduire, simplifier et présenter les recommandations médicales, techniques que vous faisiez. Et j'entends la France qui dit on est déjà en train de travailler sur les recommandations et je vois pas où est l'implication des usagers, mais peut-être que je me trompe. Et vous, à quel moment l'usager a été impliqué dans votre processus de slow medicine? Dès l'origine ou uniquement une fois que vous avez eu toutes vos recommandations de fait, ou une partie de vos recommandations? Voilà ma question. Oui. Nous avons avec nous aussi d'autres associations. Nous avons Altro Consumo, mais aussi des associations qui collaborent avec l'Institut Mario Negri de Milan, des patients, une association de Bolzano, dont il y en a d'autres, puis des patients. Nous avons un groupe Facebook avec des échanges continus. Et d'autres associations, par exemple, nous sommes allés, parce que nous participons à plusieurs rencontres dans les hôpitaux, dans les sociétés scientifiques, leurs conférences, et nous étions in Umbria, in Perugia, la semaine dernière, et les médecins parlaient du screening de la thyroïde écho, qui souvent c'est pas approprié, c'est pas pertinent. Et ils nous ont dit qu'ils ont trouvé des associations des patients qui déjà étaient informés et ont collaboré avec les médecins de l'hôpital, parce que les mêmes associations avaient collaboré avec la société scientifique des endocrinologistes et ils ont choisi ensemble les recommandations. Il y avait une recommandation à propos de le screen de la thyroïde, ils ont étudié et ils ont compris que souvent il est dangereux, par exemple en Corée, etc. Et donc c'est une culture que lentement est diffusée grâce, par exemple, notre objectif serait que les sociétés scientifiques choisissent les recommandations, les tests, les traitements avec les patients et les citoyens. Et quelqu'un l'a déjà fait, par exemple, les endocrinologistes, les oncologues, et c'est un objectif de tout le mouvement Choosing Wisely International, parce que ce problème de la relation avec les patients, la collaboration avec les citoyens, c'est un problème. Angela Coulter a été avec nous à Rome, Amsterdam aussi, le dernier septembre. C'est un problème de collaborer et apprendre à collaborer plus avec les patients et les citoyens et peut-être parler le même langage, se comprendre, parce que quelquefois nous avons un langage trop technique, nous avons apprendre à nous faire comprendre par les patients et les citoyens. C'est pas facile, mais on doit l'apprendre. Une dernière question. Oui, j'ai entendu M. de Rucker nous parler de choix raisonné.
la loi sur les essais cliniques prévoit un consentement éclairé et qui suppose un délai de réflexion de 8 jours. Dans combien de cas, dans la démarche d'un citoyen normal, a-t-il ce délai de réflexion de 8 jours? Je ne le crois pas. C'est un engrenage, généralement. Vous allez voir un spécialiste qui vous dit tenez, prenez rendez-vous avec ma secrétaire pour l'intervention, machin. Donc là, il y a un vrai problème. Le consentement éclairé, d'ailleurs, devrait être fait en présence du généraliste qui devrait même co-signer, c'est-à-dire que ça permettrait d'avoir un éclairage plus technique suite à un rendez-vous, une consultation avec un spécialiste. Ça, c'est donc une suggestion. Et l'autre chose, c'est une réflexion. On parle d'ordonnance dans le milieu médical, mais derrière ordonnance, dans le latin, on dirait il y a des ordres. Et en fait, on est bien dans un système de soumission patient-médecin. Et c'est vrai que cette soumission, passer de la porte du cabinet, change, parce qu'après lecture des effets indésirables des notices, combien de médicaments finissent à la poubelle? Non, c'est pas c'est une réflexion, mais est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Je ne sais pas, sur l'ordonnance, par exemple. Non, mais ça m'étonne, par exemple, sur l'ordonnance, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'au contraire, les patients, de plus en plus, font leur liste eux-mêmes. Je le lisais encore récemment, donc je suis un peu surprise. Donc c'est pour ça que je rebondis. Le fait que les patients ne prennent pas les médicaments qu'on leur prescrit, ça, c'est effectivement connu. On peut dire parfois heureusement, d'ailleurs. Mais juste pour rebondir sur une de vos remarques, effectivement, le délai de 8 jours... En tout cas, il y a eu des études, je crois que c'est encore à nouveau discuté en France, sur le deuxième avis. C'est-à-dire que, notamment en cancérologie, c'est-à-dire que en cas de proposition d'actes invasifs ou de stratégie médicale ou chirurgicale, il y a une possibilité d'avoir on peut conseiller un deuxième avis pour confirmer ou infirmer le diagnostic ou la stratégie. Et ça, effectivement, je pense que vous avez raison, il faut, pour certains actes, la réflexion peut être intéressante et doit être évaluée. Merci beaucoup, en tous les cas, à vous d'avoir participé ce matin. Nous allons nous retrouver pour la suite de cette session 2, une session qui sera encore très riche, évidemment, puisque nous entendrons Renaud Bénichou qui viendra partager son expérience concernant les travaux effectués avec son équipe dans le cadre du programme sur la césarienne programmée, et puis Lise Rocher qui nous parlera des expériences étrangères en termes de financement innovant alternatif au financement de l'acte. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir remettre vos casques, s'il vous plaît, à l'entrée, puisque nous n'aurons plus besoin cet après-midi. Et puis surtout, de bien regarder vos montres. Nous nous retrouvons dans 1 heure exactement, à 14h, s'il vous plaît, pour la suite de cette session 2 à 14h. Bon appétit, merci encore.